Bonjour René Pilot. Bonjour. Alors vous êtes acteur, auteur et metteur en scène et président des EAT du Nord-Pas-de-Calais. Alors les EAT, c'est-à-dire les écrivains associés du théâtre, une association de défense et de promotion des auteurs dramatiques contemporains et qui possède plusieurs antennes en région. Quelle est la date de naissance des EAT et quels sont ses objectifs? La date de naissance des EAT, d'abord il y a les EAT nationales. Hein. Ça a été créé il y a maintenant, je peux dire, une quinzaine d'années. À une année près, je me trompe, mais c'est l'action qui compte, c'est pas les années. C'est un noyau d'auteurs à Paris qui avait vraiment envie de défendre l'écrit théâtral. Et progressivement, une idée est venue, c'était de trouver un lieu à Paris exclusivement réservé à la création d'auteurs contemporains. Et parmi ces auteurs, qui commençaient à être une centaine, peut-être 150, je ne sais pas, je ne sais plus. Maintenant, ils sont l'association parisienne, c'est bien plusieurs centaines. Enfin, quand je dis parisienne, je me trompe, je vais dire nationale, hein, voilà. Et progressivement, tout le travail de désir, d'appel, de rencontre a amené l'État, la ville de Paris, à confier à un des membres de cette association, qui en était le président à cette époque, le théâtre du Rond-Point à Paris, mais peut-être nous pourrions en reparler puisqu'il s'agit de Jean-Michel Ribes, et depuis ce temps-là, donc, il y a cette implantation à Paris, mais il y a surtout, et il ne faut pas l'oublier, la dimension nationale et régionale des EAT. Et bon, par des circonstances, si je peux rappeler dans quelles circonstances je suis devenu président, il y avait ici Emmanuel Marie, auteur de théâtre remarquable et qui avait été remarqué, et qui avait un avenir réel, qui était de la région, malheureusement nous a quittés suite à une maladie désastreuse, une de ces maladies qui ne vous prévient pas. On a comme ça des amis, on ne sait pas trop pourquoi. On dit non, pas eux, bah si, eux, elles. Donc le talent là n'a plus rien à voir, ça a été terrible. Alors bon, on s'est demandé un petit peu dans la région, etc. et à Paris, quel est l'auteur, quel est l'homme de théâtre, quel est le profil possible pour prendre la présidence des EAT dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc je n'ai pas hésité, j'ai répondu oui, par reconnaissance du travail accompli par Emmanuel Marie et aussi par rapport à des soucis et des préoccupations qui sont les miennes, qui sont les nôtres, à savoir la diffusion, la prise de conscience de la nécessité de l'écrit théâtral tant sur le plan national que sur le plan d'une région. Voilà. Très bien. Voyons justement les actions des EAT au niveau national, des interventions en milieu scolaire tout d'abord, une présence des auteurs bénéfiques du point de vue éducatif. Bon, je crois que là, nous touchons à un réel problème qui est celui de l'entrée du théâtre contemporain dans le monde éducatif, comme vous l'avez cité. C'est vrai que les portes s'ouvrent, mais elles ne s'ouvrent pas si rapidement que ça, car le théâtre contemporain n'a pas encore de règles réelles qui pourraient inspirer nos chers enseignants sur lesquels ils pourraient se baser. Le théâtre contemporain est très ouvert, très divers, quelquefois très complexe, à la fois dans son écriture, à la fois dans sa thématique, à la fois... alors je ne dis pas qu'il ne rentre pas dans les établissements scolaires, ce serait faux. Dire qu'il y rentre aisément
ce serait faux également. Donc il y a tout un travail là à accomplir au niveau des EAT, entre autres, accompli par un certain nombre d'auteurs qui font partie de l'association, mais nous ne sommes pas les seuls à aller dans cette voie qui est dans l'écriture, dans le monde du spectacle, dans sa globalité, qui sont des voies de l'avenir. Mais encore faut-il que ces voies de l'avenir reposent quand même sur des bases. C'est là où il y a une difficulté, c'est que quelquefois on s'imagine que le théâtre est un art uniquement de réplique, comme ça un petit peu facile. Ça n'est pas vrai du tout. C'est un art qu'il faut prendre avec curiosité, avec j'allais dire compétence, c'est pas le mot exact, mais et c'est là où il y a un travail formidable à faire avec les enseignants, avec les écoles, que le théâtre c'est pas un produit de consommation culturelle comme les autres. Il faut bien le savoir, ça. C'est quelque chose qui amène à la fois une écriture, une recherche sur les mots, sur le langage, sur le thème, je l'ai dit. Donc tout ça fait que c'est un peu à contre-courant de l'idée qu'on voudrait nous donner en règle générale du spectacle, quand on voit ce qui se dit, ce qui pourrait se passer à la télévision, par exemple. Bon, voilà donc, c'est par rapport à l'éducation que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, des choses, nous en avons fait. Est-ce que nous en faisons assez? Ça, on ne sait jamais. Nous sommes rapprochés d'un certain nombre d'établissements scolaires avec qui nous avons collaboré. Des écoles, des classes ont joué les textes des EAT à la fois nationales mais aussi de la région. Ils les jouent évidemment, mais cela s'inscrivant dans une démarche complice quelquefois. Et si cette démarche complice, elle est nécessaire, soit avec l'enseignant, soit avec le comédien, soit avec l'auteur, mais aussi avec les pouvoirs publics. Pouvoir public, je veux dire que ces textes contemporains se trouvent moins facilement que des textes de Molière ou de Racine, vous comprenez bien. Là, il y a donc tout un travail de complicité qui donne des fruits si on s'y met ensemble, quoi. Oui, c'est un travail au long cours et il y a, beaucoup d'auteurs viennent aussi en résidence même dans les établissements scolaires. Oui, mais bon, pas spécialement pour les auteurs athées de la région sont en résidence dans leur région. Mais ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas attachés à faire venir des auteurs sur le plan national, ne serait-ce que par une sorte de corrélation qui fait que, étant proche d'une maison d'édition, avec des auteurs sélectionnés par le biais d'un comité de lecture, et ces auteurs étant choisis aussi bien dans toute la France que dans les pays étrangers, par un comité de lecture, eh bien ça nous amène automatiquement à ces rapprochements, à cette espèce de transfusion littéraire, et ça je crois que c'est intéressant. Vous évoquiez les comités de lecture. Alors justement, les auteurs de théâtre peuvent recevoir un avis sur leur texte lors des comités de lecture des EAT. Oui, si, il faut pas confondre. Là, j'ai peut-être effectivement, oui, j'ai un peu élargi, mais j'ai toujours un petit peu de mal. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est dans une piscine. On lui dirait va pas dans cette eau-là. Vous passez votre temps à nager dans la grande piscine, même si vous vous trompez. Donc quelquefois, effectivement, je mêle un peu les choses. Effectivement, ce comité de lecture, c'est celui de la maison d'édition.
Il y a des auteurs EAT qui envoient leurs textes, aussi bien les auteurs de la région que les auteurs sur le plan national et même étranger, mais ça n'est pas spécialement... Voilà, les éditions La Fontaine, mais aussi de me souffler, mais ça n'est pas spécialement pour les EAT. Les EAT sont très sensibles à cette maison d'édition, car dans le fond, elle représente quelque chose d'important par rapport à notre propre démarche, mais c'est quand même des entités distinctes. Voilà. Certains de ces écrits, donc envoyés aux EAT, sont inscrits au répertoire de l'association et mis en valeur sur le site réellement. Donc on va en profiter pour donner l'adresse justement du site internet des EAT, c'est www.eatheatre.fr. C'est le site national. Actuellement, avec notre ami Saverio Maligno, qui est secrétaire de l'association, nous mettrons bientôt en piste, en service, notre propre site de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc là, vous aurez... Il n'est pas encore en ligne. Il n'est pas encore officiellement en ligne. S'il l'était, je m'empresserais de vous le dire, évidemment. Oui, alors l'association nationale, peut-être pourrions-nous en dire deux mots, abat un travail énorme. Travaille énormément avec les établissements scolaires. L'association nationale a publié par exemple, à un titre d'exemple, récemment, un catalogue où se trouvent résumés 100, je ne sais plus si, je crois que c'est une centaine de 100 ou 200 pièces, pardonnez-moi, mais c'est comme cela, 100 ou 200 pièces, c'est-à-dire que ces catalogues, c'est le deuxième produit par l'association nationale. Vous avez les résumés des diverses pièces écrites par les auteurs de l'association, je vous dis environ 300, et ces résumés, avec le nombre de personnages, avec le thème, constituent un recueil, un catalogue qui est diffusé, j'oserais dire, dans tous les points culturels en France, intéressés par justement les écrits de ces auteurs. C'est un outil très important qui se diffuse aussi dans les établissements scolaires, dans les bonnes librairies, etc., etc. Voilà. Mais ça, il y a une quantité d'autres choses qui sont faites. Par exemple, nous avons la possibilité d'animer des stages, etc. Tout cela ne s'est pas obtenu facilement. Des stages qui sont reconnus par les pouvoirs publics. Nous organisons pas mal de choses. Nous sommes en relation souvent avec la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD que nous devons à ce cher Beaumarchais, il faut le rappeler de temps en temps, mais qui est tout de même une société puissante. Je veux dire que là, c'est intéressant parce que dans le fond, je vous cite des piliers de défense du texte. La SACD, les EAT, avec les EAT en région, et tout ça, ce sont des gens ce sont des organismes, la SACD étant infiniment plus puissante que nous, je veux dire, la SACD, c'est elle qui perçoit les droits d'auteur et qui nous les rétrocède après nous avoir pris une partie de cet argent au passage pour faire vivre la société. Petite parenthèse qui peut vous paraître inutile, mais elle ne l'est pas dans la mesure où n'oubliez jamais que quand même, ces auteurs, il faut bien qu'ils vivent. Et dans bien des cas, c'est même pas vivre, faut bien le dire, c'est survivre. Il y a des comédiens intermittents, je les connais bien, mais on peut aussi parler des auteurs qui ne sont peut-être pas intermittents, mais qui sont pas mieux lotis. Voilà. Oui, et puis certains des écrits aussi sont lus publiquement.
lors de manifestations comme les mardis midi, je crois. Voilà, donc ça c'est toutes les semaines à Paris, hein. Il y a les mardis midi, alors qui ont été créés, je crois, par mon amie Louise d'Outreligne, qui maintenant représente le théâtre à la SACD. Et pendant plusieurs années, des auteurs choisis par le comité de lecture des EAT à Paris, cette fois, sont sélectionnés et disent leurs textes en public au théâtre du Rond-Point, dans une des salles du lieu. Et cela a fonctionné, je crois, plusieurs années. Moi, je ne sais plus quand nous y sommes passés, mais évidemment, nous y sommes passés. Et maintenant, étant donné que Jean-Michel Ribes a voulu récupérer de l'espace dans son théâtre du Rond-Point, il nous a demandé très gentiment d'aller nous planter ailleurs, au théâtre 13, voilà. Mais les mardis midi continuent, sous une forme peut-être différente. J'avoue personnellement que je le regrette, mais j'ai rarement l'occasion maintenant de les suivre. D'abord parce que nous avons nos propres lectures ici, qui sont devenues de plus en plus importantes à la librairie Dialogue Théâtre, mais c'est encore un autre sujet, me direz-vous. C'est toujours pareil, hein. Vous êtes dans un bain immense et puis tout ça revient vers vous. Alors vous dites non, ça c'est pas la bonne vague, il faut pas que je mélange. Ah non, mais voilà quoi. On va y venir dans quelques instants. Je voudrais terminer ce tour d'horizon des EAT au niveau national par le prix des 100 livres Emmanuel Marie. Un prix à l'envers, ai-je pu lire sur le site internet de l'association. Un prix, comment dites-vous ? À l'envers. À l'envers. C'est-à-dire que ce sont les auteurs qui jugent les lecteurs. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est vous qui me prenez presque à contre-pied. Oui, mais ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que les auteurs envoient un bouquin de leur cru, de leur maison, soit avec l'aide de leur maison d'édition, soit sur leur collection personnelle. Et ces 100 bouquins sont remis à une association qui défend, à travers ses actions, le livre contemporain. Et donc nous demandons à une quantité d'associations, on a un réseau maintenant important, de nous déposer un dossier où ils expliquent ce qu'ils font. Et là, le bureau de l'association, avec les membres, etc., nous apprécions ces dossiers. Et en partant de là, telle ou telle association, mais c'est des gens qui sont très très passionnants, parce que ces associations, c'est pas uniquement des associations connues qui ont pignon sur rue, qui ont des moyens colossaux, c'est quelquefois des gens que l'on pourrait ils sont quelques-uns, ils se bagarrent sur le terrain, et nous reconnaissons à travers leurs dossiers, leurs propos, leurs remarques, des pertinences justes par rapport à nos propres convictions. Et c'est ainsi que ce prix Emmanuel Marie a été créé à la mémoire d'Emmanuel Marie, que je citais au début, et également une façon de perpétrer à la fois son souvenir et également de développer sur le terrain quelque chose qui, à mon avis, touche mieux les gens à qui nous adressons cette possibilité pour eux d'obtenir 100 bouquins, 100 pièces de théâtre comme ça, d'être accueillis au siège de la SACD à Paris, où il y a toute une manifestation, où on leur rend les honneurs, si j'ose dire. Mais j'y repensais il n'y a pas longtemps, je me disais que ce prix des 100 livres, le prix des 100 livres Emmanuel Marie, même si, allez, soyons presque injustes, même si un certain nombre d'auteurs en France ou à l'étranger ne savent pas plus qui est Emmanuel Marie, la malheureuse, elle nous a quittés trop tôt, dire le prix des 100 livres Emmanuel Marie, c'est plus accrochant que de dire le prix des 100 livres des écrivains associés du théâtre. J'ai cette
intuition. Voilà. Alors venons-en maintenant aux EAT du Nord-Pas-de-Calais, qui a été créé il y a une dizaine d'années. Quelles sont ses spécificités? Ces spécificités, comme vous le dites dans une diction que je ne voudrais pas écorcher, ces spécificités, premièrement, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes dans une... Bon, on va faire un tout petit brin d'historique, tout petit brin. Cette région, quoi que l'on puisse en penser, même si on est dans telle ou telle partie du territoire, a tout de même connu un développement culturel en 20-25 ans assez extraordinaire. On peut ne pas être d'accord, on peut trouver des points d'injustice, on peut dire oui, mais bon, ça j'en conviens. Hein. Enfin, moi je peux vous dire que nous avons vu une métamorphose incroyable. Mais, parmi toutes ces métamorphoses, il y a où on s'est intéressé au théâtre, on s'est intéressé à la musique, on s'est intéressé aux bibliothèques, etc. On a fait pas mal de choses. Les subventions sont venues, suffisantes, pas suffisantes, mais en tout cas infiniment plus suffisantes qu'à l'époque où une compagnie théâtrale, avec sa subvention, était exactement sur la même ligne que les joueurs de boules. Alors, ça a quand même sacrément évolué. Non, je veux dire par là que ce qui a manqué, par contre, dans cette prise de conscience, c'est un intérêt réel pour l'écrit, et en particulier l'écrit théâtral. On a parlé de tout, sauf de l'écrit théâtral. Or, c'est très gentil de mettre de l'engrais dans le théâtre, dans toutes les formes artistiques qui relèvent de cela. Faut-il au moins avoir des choses à dire? Et les choses à dire, elles ne viennent pas comme ça par le ciel, elles viennent quand même par la nécessité d'avoir des œuvres, des textes, et cela, à un certain moment, n'était pas encore perçu. Donc, l'opportunité des EAT, est arrivé un peu comme le complément d'un ensemble où il manquait encore des éléments du puzzle. Voilà. C'est d'autant plus vrai que de nombreuses aventures, et peut-être que tout à l'heure Janine vous en dira un mot sur la maison d'édition, mais des choses comme ça ont pris du sens parce qu'il y avait un désir de théâtre, mais encore fallait-il renouveler et réinventer, trouver des textes. Donc il y a eu tout un travail, et moi les EAT ça m'a intéressé. En particulier, dans ce sens-là, ayant fait partie de l'aventure théâtrale, ayant été Centre dramatique national, et puis ayant évolué, je me suis rendu compte que c'était cette partie-là qui manquait. Donc les EAT, nous ne prétendons pas avoir été les premiers à lire des pièces en public, à droite, à gauche. C'est pas vrai. Beaucoup l'ont fait, beaucoup d'autres l'ont fait. Mais ce que nous avons souhaité, c'est leur donner un caractère fort et reconnu. Voilà, je crois que ça c'est important. Et de nombreux auteurs sont venus lire leurs textes, etc., où nous avons eu des rencontres très 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 nombreuses qui étaient tout à fait originales et pertinentes. Le problème maintenant, c'est pas un problème, c'est qu'il y a de plus en plus de lecture. C'est vrai, on lit beaucoup, si vous observez bien, on lit beaucoup, mais ce que nous devons, nous, c'est continuer à défendre l'idée du théâtre, de l'écrit théâtral, qui, à un certain moment, il y a 15 ans de ça, était presque dans l'oubli. Et là, c'est pas une question de la région, c'est sur le plan national. On avait vu des choses incroyables. On prenait un grand classique, vous aviez le titre de la pièce, le titre du metteur en scène, enfin le nom du metteur en scène, le nom du comédien principal,
et en minuscule le nom de l'auteur. Moi, je veux bien qu'on mette Molière en tout petit, ou que vous voulez en tout petit, mais c'est quand même discutable. Donc, l'un de nos travaux, ça a été de remettre l'auteur au milieu du processus de création théâtrale, de le remettre dedans. Parce que progressivement, on sentait bien que, pour diverses raisons, il perdait, non pas de son crédit, mais de son intérêt, non pas que les auteurs écrivaient mal, mais tout cela est aussi une question d'époque. Nous sommes à une époque d'image, nous sommes à une époque de... donc il y a des combats qui ne sont pas des combats d'arrière-garde, mais il y a des combats qu'il faut continuer à développer. Et je crois que l'écrit théâtral est tout à fait pertinent, car il permet de traiter des sujets sous des angles à la fois actuels, mais aussi quelquefois surprenants. Et puis quoi, vous parlez de communication, de relations entre les gens, mais le théâtre et l'écrit théâtral, c'est ça. C'est pas factice, ça. Et puis il y avait aussi un autre souci, c'est que les auteurs, et ça fait partie de nos soucis, l'auteur est un homme, est souvent un homme seul. Il écrit alors bon, à l'époque romantique, bon, maintenant les choses deviennent plus simples, mais bon, alors il y a aussi des formes d'écriture. Maintenant, on écrit sur le plateau, autour du plateau. Moi, je trouve ça très très intéressant. La question n'est pas là, mais la question est que quand même, en règle générale, malgré des expériences que je trouve tout à fait passionnantes et pleines d'avenir, l'auteur est quand même un homme assez seul, et il est bien qu'il se retrouve confronté avec d'autres auteurs, avec d'autres textes, et qu'ils échangent, qu'on ait voilà, on ne peut pas dialoguer constamment, parce que quand vous écrivez des pièces même à plusieurs personnages, finalement, vous dialoguez avec vous-même, tandis qu'il faudrait quand même il est intéressant que les auteurs dialoguent entre eux, qu'ils trouvent un petit peu qu'ensemble sortent peut-être des chemins praticables vers cette écriture contemporaine qu'on évoquait tout à l'heure. Quelles sont justement, quelles sont les actions menées ici dans cette région qui ne sont pas menées ailleurs, même au niveau national? Je vois bien le sens de la question. Il est bien difficile de répondre à ça. Je peux vous dire des choses que nous avons accomplies, je peux vous dire des projets que nous avons. Est-ce que je peux vous dire des choses que nous avons faites et qui ne se sont pas faites ailleurs? Je ne répondrai pas là parce qu'on s'imagine. C'est comme quand vous écrivez une pièce. Vous vous dites, j'ai le sujet du siècle, j'ai le thème du siècle. Et vous êtes sincère, vous trichez pas. Et puis un jour, vous vous apercevez que finalement, ce sujet, ce thème ne vous est pas venu de par votre génie, entre guillemets, mais par un courant général. Et puis vous vous apercevez qu'un autre auteur a exactement le même thème que vous. Donc vous croyez, vous êtes imaginez, vous étiez inédit. Vous n'êtes pas inédit. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que je ne nie pas l'intérêt qu'il y a à ce que plusieurs auteurs, sans le savoir, traitent du même sujet. Ça peut être très passionnant, très intéressant. Enfin, tout ça, c'était pour vous dire qu'est-ce que nous avons fait que les autres n'ont pas fait avec les EAT en région. Je ne peux pas trop vous dire. Je peux vous dire qu'il y a des choses dont je suis très, 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 très fier, mais d'autres l'ont fait. Je pense à... Par exemple, faire... c'était les auteurs du Beffroi, enfin, c'était une opération dont j'ai un petit peu oublié le contenu, mais vous savez, à force d'en faire de trop, on finit un peu par tout mêler. Mais j'ai associé des comédiens entendants avec des traducteurs qui en même temps traduisaient dans le langage des signes.
avec un auditoire de malentendants, évidemment, pour pas dire de sourds, et mêlé à un public qui avait la chance de bien entendre. Ça n'a l'air de rien, mais lire un roman devant des malentendants, traduit en langage des signes avec quelqu'un à côté de vous, c'est pas facile, mais c'est possible. Traduire en langage des signes des comédiens dans l'exercice d'une lecture, d'un dialogue, vous voyez, un dialogue avec des traducteurs en langage des signes pour chaque comédien, c'est un travail passionnant et qui demande à la fois de l'intelligence et le sens de la respiration, du silence, de la vitesse des idées, des mots, des phrases. Enfin, c'est pas l'exercice dont je suis le plus fier, mais j'étais très heureux de cela. Mais nous avons également, il y a pas longtemps, nous avons sur Diderot, par exemple, il y a une maison d'édition qui a pondu, si j'ose dire, un bouquin avec 35 auteurs EAT, chacun, puisque c'était l'anniversaire de Diderot, et chacun pondant un texte se voulant théâtral, et là l'appel était national, donc tout le monde pouvait participer. Moi j'ai participé, et à la librairie Dialogue Théâtre, j'ai fait un montage avec ces 32 ou 33 textes, je ne sais plus à un près. Alors j'en ai sélectionné 5 ou 6, et j'étais assez content du résultat parce que c'était pas évident. Voilà, je vous le dis tel que je le pense, dans la mesure où, quand vous demandez à 30 ou 32 auteurs d'écrire des textes qui font 6-7 pages autour du personnage de Diderot, vous avez un vagabondage de sensibilité assez incroyable. Donc il m'a fallu rendre cela cohérent, et ça a été un travail qui m'a passionné. Mais on avait fait la même chose avec Marilyn Monroe, etc. Mais le nombre je n'ai pas calculé le nombre d'actions que nous avons menées avec les EAT, mais cela commence à faire énormément maintenant, puisque dès la création des EAT, nous étions accueillis au Mont-Noir, et tous les ans, les auteurs, pratiquement tous les auteurs de l'association, écrivaient des textes autour d'un thème que nous présentions au Mont-Noir, et qui avait un succès considérable, c'est vrai. Et la première chose qu'on a faite avec les EAT, c'est une histoire ça fait un peu Boy Scout, mais je trouve ça charmant, puisque le Conseil général du Nord très vite a reconnu l'intérêt de notre démarche. Le Conseil général du Nord régulièrement, tous les ans, envoyait au Salon du Livre. Il y avait deux autocars qui partaient du Conseil général, l'un avec les éditeurs de la région, l'autre avec un public de lecteurs qui plus ou moins sélectionnés et connaissant des difficultés diverses. Avec un certain nombre d'amis de l'association, nous prenions donc le car avec les éditeurs, et dans le car, pendant le chemin qui nous conduisait au Salon du Livre, nous lisions des extraits des divers textes des auteurs EAT, mais aussi des auteurs des diverses maisons d'édition de la région. Croyez-moi, c'est très passionnant, c'est très drôle. Enfin, la fin d'un chapitre ne correspondant pas toujours avec le coup de frein de l'autocar, mais c'était très passionnant. J'aimais bien ça. Alors, mais nous avons fait beaucoup de choses. Nous sommes dans les petites médiathèques, les auteurs se sont éparpillés également sur plusieurs mois. Et alors à la librairie Dialogue Théâtre, dans les caves. Vous êtes déjà allé dans les caves de la librairie? Je vous conseille un jour d'y aller, vous verrez, elle est chouette, elle est chouette. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une petite communauté. C'est vraiment un lieu étonnant pour les auteurs et pour une pet
et pour une
pour une jauge moyenne évidemment. L'acoustique est épatante, c'est vraiment très bien. Rue de la Clé à Lille. Voilà, rue de la Clé à Lille, au 34. Pour terminer, je vais vous demander, que diriez-vous de la situation du théâtre dans le Nord-Pas-de-Calais en termes de fréquentation, mais aussi les difficultés rencontrées ou les motifs de satisfaction? Vous savez, je crois que, premièrement, je ne sais pas quels sont les derniers spectacles de compagnie que vous avez vus. Il y a une chose que j'entends souvent et qui me paraît fausse, c'est de dire que les salles de spectacle sont désertes. Ça n'est pas vrai. Quelquefois, il nous arrive d'aller au théâtre, effectivement, on aimerait qu'il y ait plus grand monde, ça j'en conviens. Mais de là à sombrer dans cette espèce de sinistrose quelquefois, non, toutes les salles ne sont pas toujours désertes, c'est faux. Par contre, ce que l'on peut regretter, c'est le problème des troupes. Le problème des troupes en elles-mêmes. Je veux dire que ce qui est dramatique pour les compagnies actuellement, c'est qu'elles n'ont pas l'occasion de jouer assez. Elles ne jouent pas assez. Elles n'y sont pour rien. Une compagnie, c'est pas elle qui programme. Il y a des programmateurs dans les structures. Les programmateurs, je ne veux pas. J'ai eu moi des programmateurs dans mon Centre dramatique national. Je peux vous dire que c'est pas une démarche facile, mais c'était quand même une autre époque. Alors maintenant, est-ce que les programmateurs des diverses structures vont jusqu'au bout d'une démarche qui consisterait à s'ouvrir un peu plus sur les jeunes compagnies? Mais il faut aussi savoir qu'un programmateur, c'est pas le patron. Le programmateur a des comptes à rendre au directeur de sa propre structure. Un programmateur, c'est pas le patron. Non, donc il faut savoir. Mais ça, c'est un point qui me paraît terrible. On ne joue pas assez. Et c'est très ennuyeux parce que ça amène les jeunes troupes à se décarcasser un peu partout. Quand on connaît un petit peu le théâtre, nous savons bien que un spectacle a besoin de son mûrissement progressif. Or, un spectacle qui est joué 5 fois là, 2 fois là-bas, 3 mois après, le mûrissement intérieur du comédien s'opère d'une façon chaotique. Ça n'est pas facile. Je veux dire qu'un comédien a besoin de temps pour faire mûrir son aventure théâtrale et son personnage. En ce qui concerne le théâtre en général, il ne se porte pas mal. Ce qui ne se porte pas bien, par contre, c'est le statut des comédiens. Nous en revenons encore à ça. Mais il est quand même ahurissant de savoir que pour justifier de son statut, il faut quelquefois que les comédiens aillent faire de la, disons-le, de la figuration dans des spectacles, je dirais, spectacles ou des productions audiovisuelles. Je veux dire que, où en sommes-nous? Tout ça pour... mais ils sauvent les meubles, ils sauvent leur vie, donc là-dessus, il faut se battre. En ce qui concerne la programmation des grandes structures, c'est très compliqué parce que là, nous avons un choix artistique, nous avons un choix thématique encore, nous avons aussi une relation que cette structure a avec le public. Donc, tout ça fait que si ces éléments sont assez bien cernés, le public vient. Est-ce que le théâtre, lui, se porte mieux? Il ne se porte pas plus. Il se porte comme se porte notre vie et notre société actuelle.
C'est-à-dire que n'attendez pas, attendez du miracle, attendez quelquefois des pertinences qui vont vous éclairer l'esprit avec le théâtre, oui, qui vont vous donner du plaisir, oui, mais n'attendez pas du théâtre, il est le reflet de l'ambiguïté et de la complexité de notre époque. C'est donc vraiment pas facile de faire une programmation, par exemple, sur une saison. Ça n'est pas évident, ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile de rencontrer des adolescents et de leur parler d'un spectacle qui offre un caractère innovant, avec des ados qui sont accrochés à leur portable, avec une réduction de langage qui n'est pas toujours si bête que ça, mais qui malgré tout creuse un écart entre leur vie et ce qu'ils vont voir au théâtre. Alors, est-ce que le théâtre se porte bien? Je crois qu'il ne se porte pas mal, mais je crois qu'il faut qu'il continue à se porter contre vents et marées, parce qu'il est une source de la différence qui est complètement nécessaire. Merci René Pilot. Alors, les maisons d'édition spécialisées en théâtre sont rares, et votre épouse, Renée Pilot, est à l'origine de la création des éditions La Fontaine. Bonjour Janine Pilot. Bonjour. Votre maison d'édition publie uniquement des textes d'auteurs dramatiques ou sur le théâtre. Quel est le contexte de la naissance de la maison d'édition? La maison d'édition est née dans un théâtre, puisqu'elle est née dans le Centre dramatique pour l'enfance et la jeunesse, le Théâtre La Fontaine. C'est pour ça qu'elle s'appelle les éditions La Fontaine. C'était il y a 26 ans. Il y avait à ce moment-là un grand manque d'édition de textes de théâtre. Et nous avons été quelques-uns en France à créer des maisons d'édition à partir de nos outils de théâtre, c'est-à-dire que nous étions tous des gens de théâtre créant des maisons d'édition et non pas des éditeurs éditant du théâtre. Une maison qui a fêté ses 25 ans l'année dernière. Son but, comme pour les EAT, c'est promouvoir les auteurs contemporains. Bien sûr, c'est de pouvoir diffuser leurs œuvres pour qu'ils soient joués. Pour qu'un auteur soit joué, il faut qu'il soit lu. Pour qu'il soit lu, il faut qu'il soit édité. Donc c'est tout simple. Nous sommes un des maillons de cette aide à l'auteur et au théâtre. Et c'est vrai que après, il faut diffuser ces textes. C'est ce qui est le plus difficile dans l'édition. Quel est le rythme de publication des éditions? C'est varié, ça peut aller entre 3-4 textes par an jusqu'à 10. Comme c'est une édition qui est liée à une librairie, les deux vont ensemble. Donc l'économie des deux fonctionne conjointement. On retrouve les textes publiés à la librairie Dialogue Théâtre dont on parlait tout à l'heure, rue de la Clé à Lille. Un catalogue de combien de titres environ? Oh, il doit y avoir entre 110 et 115 titres actuellement et un peu plus de 50 auteurs. Quels sont les critères de sélection des auteurs, justement? C'est difficile de définir des critères. En général, la politique éditoriale, elle est définie par les gens à l'extérieur et non pas par l'éditeur lui-même. C'est vrai que c'est très très varié entre la comédie, la comédie dramatique, les pièces courtes, les pièces longues. Il y a qu'une chose que, en général, nous prenons pas, c'est le théâtre de boulevard. Mais c'est le seul critère que je puisse définir. Sinon, tout le reste, c'est fonction j'ai envie de dire au feeling. Ça a l'air comme ça, artificiel. Mais dans le feeling, il y a tous les critères: qualité d'écriture, qualité du sujet, qualité du jeu pour les comédiens futurs, puisque moi, étant comédienne au départ, j'ai aussi ce critère-là. Enfin, il y a tout ça et puis il y a un comité de lecture qui remonte aussi parce que nous recevons beaucoup de manuscrits, donc qui lit aussi avec moi les pièces. Et puis maintenant, la librairie et la maison d'édition sont gérées par Soisy Courbet, à qui j'ai transmis l'ensemble. Mais je continue à m'occuper du choix éditorial. Quelles sont les meilleures ventes des éditions La Fontaine? Alors, les meilleures ventes, il y a un best-seller qui est pour la jeunesse, parce qu'il est recommandé par l'Éducation nationale. Donc celui-là, on peut dire que c'est la meilleure vente. C'est L'Envoyé du pingouin vers la jungle de Jean-Gabriel Norman. C'est pour les
les CM1, CM2, et c'est un grand succès. Après, dans les meilleures ventes, il y a des auteurs qui sont bien vendus. Pour l'ensemble de leurs œuvres, je dirais. Donc, il y a René Pillot, bien sûr. Il y a Catherine Zambon. Il y a Antoine Lemaire dans la région, qui est aussi édité chez nous. Et là, ce sont ce qu'on appelle des bonnes ventes. D'accord. Alors, on peut retrouver tous les catalogues des éditions La Fontaine sur un site internet. Donc, on parlait de la librairie Dialogue Théâtre, hein, donc c'est au nom de la librairie, hein, c'est www.dialogue-théâtre-laboutique.com. Mais aussi, si vous mettez Édition La Fontaine, vous interrogez Édition La Fontaine, vous arriverez au même endroit, au catalogue. Très bien. Et puis, donc, à la librairie Dialogue Théâtre, bien sûr, 34 rue de la Clé à Lille, qui diffuse et distribue l'ensemble des ouvrages. Pour terminer cette interview, je vais peut-être vous demander, Janine, et à votre mari, peut-être un coup de cœur théâtral ou culturel. Toujours difficile au moment où on pose la question de trouver le coup de cœur. En général, moi je dis c'est le dernier qu'on vient d'éditer, puisque le dernier la dernière pièce qui vient de sortir aux éditions La Fontaine, c'est Le Diable et le Fanfaron, qui est une pièce de René adaptée des Contes d'un buveur de bière de Charles Delin. Alors moi je vais dire, mon coup de cœur c'est toujours le dernier qui vient d'arriver. Si dans 3 mois vous me posez la question, je vous dirai c'est celui qu'on vient d'éditer aussi. Voilà. Merci. Peut-être René Pillot. Moi, mon coup de cœur, c'est pas un coup de cœur sur une chose, c'est le fait que vous ayez la patience pendant notre rencontre d'écouter et de me faire parler et de nous faire parler d'une chose que nous avons à cœur, le livre, le théâtre, le public, tout ce que vous nous avez demandé, eh bien, c'est un coup de cœur permanent. Merci. Eh bien, merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions et une bonne journée à vous. Merci. Merci. Vous aussi.